Bon, si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement vu Bumblebee, dernier film Transformers sorti au cinéma en décembre dernier. Ce film compte 3 Decepticons que l'on peut qualifier d'importants, Blitzwing, qui a déjà eu droit à son focus en octobre dernier, et le duo Shater-Dropkick, qui sont les 2 antagonistes principaux du film. Mais peut-être vous demandez-vous d'où viennent ces personnages, est-ce qu'ils ont une origine particulière et une histoire au sein des différents univers Transformers existants? Eh bien c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo, dans laquelle je vous expliquerai également pourquoi, selon moi, ce duo d'antagonistes est plutôt réussi dans le film. Les dames d'abord, commençons par Shater. Premier point à noter, ce nom est totalement inédit dans Transformers, aucun personnage ne l'avait porté dans aucune des autres continuités du multivers. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont partis d'une feuille blanche complète avec ce personnage. En effet, Travis Knight a expliqué qu'ils avaient basé ce personnage sur Nightbird, un robot ninja féminin construit dans la G1 par des humains et qui tombera sous le contrôle des Decepticons. Même si ce robot n'apparaît que dans un seul épisode de la série originale, on a l'occasion de l'apercevoir par la suite dans quelques comics, quelques figurines d'elle sont également sorties plus tard, et elle a même eu droit à quelques apparitions en jeux vidéo, notamment dans le jeu mobile Transformers Earthwars. Comme quoi, même le plus anecdotique des personnages peut perdurer presque 35 ans plus tard. Dropkick a lui, si on peut dire, un petit peu plus de background dans l'histoire de Transformers. Dans la G1, le nom Dropkick ne désignait pas un personnage, mais plutôt un groupe de Decepticons, des drones, que Megatron utilisait à l'époque de la guerre sur Cybertron, se transformant en véhicule de transport et capable également de se battre. L'équivalent, si vous voulez, des Vehicons de Transformers Prime par exemple. Mais fait intéressant, ce n'est que 30 ans après la G1 que ces drones furent officiellement nommés, en hommage à une autre version du personnage, appartenant elle à l'univers des films, mais qui n'est pas le Dropkick apparaissant dans Bumblebee. Bon, jusque là vous suivez? Bref, en 2007 sort une figurine du premier film portant ce nom et le personnage apparaît ensuite dans quelques comics, notamment un en particulier qui prend place dans une timeline différente dans laquelle Megatron aurait gagné la bataille de Mission City et régnerait donc sur la Terre. Dans ce comics, il est carrément le bras droit de Megatron, ce qui est assez étonnant, on va pas se mentir. Sinon, dans des comics plus canoniques entre guillemets, le personnage détruit notamment une base militaire avec Incinerator dans le premier film, sur ordre de Soundwave. Dans cette histoire, il finira tué par Optimus Prime et par le Nest. Quand le tournage de Bumblebee a commencé, on a pu apercevoir des muscle cars, notamment une rouge, que beaucoup de personnes ont spontanément essayé d'associer à des personnages connus. Certains pensaient à Knockout, d'autres à Barricade, et au final, l'été dernier, on apprenait enfin l'identité de ces 2 personnages, Shater et Dropkick donc. Dans le film, ils servent d'antagonistes principaux, on aurait pu penser qu'ils seraient plus secondaires au vu de la présence de Blitzwing, mais ce n'est pas le cas. Ils sont exploités exactement comme ils auraient dû l'être, à savoir un duo de Decepticons quasi lambda, qui explorait différents coins de la galaxie à la recherche d'Autobots partis en exil. Depuis un certain nombre d'années maintenant, on a l'habitude de voir des duos de Decepticons un peu à part, servant parfois de comic relief. On a eu par exemple Demolishor et Cyclonus dans Armada et Energon, Blitzwing et Lugnut dans Animated, ou même encore Knockout et Breakdown dans Transformers Prime. Dans les films, on a donc Shater et Dropkick. Leur première scène est là pour annoncer la couleur. Ils tuent Cliffjumper, un Autobot semblable à Bumblebee, s'étant lui aussi échappé de Cybertron. Travis Knight a expliqué en interview que cette mort permet aux spectateurs de juger de la menace qu'il représente. Cliffjumper étant de la même taille que Bumblebee et n'ayant pas fait long feu, on savait à quel point les 2 personnages allaient être dangereux. Il faut aussi avoir à l'esprit que même s'ils sont dangereux pour Bumblebee, ils ne sont pas si puissants que ça, on est assez loin des Decepticons haut placés, comme Soundwave, Starscream, Shockwave, ou même évidemment Megatron. En manipulant les humains, ils arrivent à localiser Bumblebee tout en gagnant un accès aux satellites qui leur permettront plus tard de contacter leurs supérieurs. Ces 2 Decepticons ont réellement apporté une touche de nouveauté dans les films. D'abord, Shater est la première fembot Decepticon à apparaître sur grand écran, interprétée par l'excellente Angela Bassett, qui était parfaite dans ce rôle de manipulatrice et meneuse du duo. You're a brave warrior. You deserve a better death. Then again. Dropkick, interprété par Justin Theroux, est plus proche du Decepticon basique pour le coup, bourrin et moins intelligent, même si là certaines de ses répliques le rendent plutôt réussi et lui donnent un minimum de relief, contrairement à de trop nombreux autres Decepticons dans les films. Et pourtant on parle de personnages qui n'ont quasiment aucun background dans l'histoire de la franchise, et malgré ça, Travis Knight ainsi que Christina Hodson ont réussi à leur donner une personnalité et des scènes vraiment réussies. On n'a pas besoin de donner des backgrounds, une histoire complexe à ce genre de Decepticons, qui ne sont que des sous-fifres à l'échelle de tout leur camp. Suffit de voir la réaction de Dropkick quand il apprend qu'Optimus arrive sur Terre qui donne l'impression d'avoir peur, logique vous me direz, pour un robot de son rang. Shater et Dropkick étaient aussi les premiers triple changers Decepticons à apparaître sur grand écran, et même si c'est assez peu utilisé dans le film, c'est vraiment sympa de les voir d'abord scanner un véhicule terrestre, puis un véhicule aérien.
Notez d'ailleurs comment les pièces des nouveaux véhicules se rajoutent sur leur mode robot, un aspect également très réussi. On voit bien qu'ils ont deux modes véhicules, Dropkick a les pales de son hélicoptère et les portières de sa voiture dans le dos, de même pour Scheiter qui a des ailes d'avion au niveau des épaules, ainsi que sa calandre de muscle car sur le torse, un aspect visuel qui n'avait pas été exploité par exemple par Drift dans Edge of Extinction, alors que c'était lui aussi un triple changer, car visuellement, eh bien, on ne voyait sur lui que la Bugatti, pas l'hélico. Enfin, concernant leur fin, elle était assez prévisible. Avec deux antagonistes si mineurs, on se doutait qu'il y avait peu de chances qu'ils s'en sortent à la fin du film. Mais encore une fois, leur sortie est réussie, car ils ne sont pas vaincus par la force brute, mais par des astuces. Bumblebee parvient à tuer Dropkick en bloquant sa transformation, le conduisant à exploser, une façon de mourir qu'on n'avait encore jamais vue dans les films jusqu'alors. Et quand Scheiter l'affronte quelques minutes plus tard, on sent qu'elle a le dessus sur Bee. Elle brise son épée, le met au sol et elle le domine. Bumblebee parvient à la tuer en faisant céder un barrage, les entraînant tous les deux vers une mort certaine. Car oui, en faisant ça, Bumblebee ne pensait pas s'en sortir au départ, d'où le petit regard qu'il lançait d'ailleurs à ce moment-là à Charlie. Si Scheiter et Dropkick ont bien montré une chose, c'est comment faire des Decepticons efficaces et réussis sur grand écran. Des looks facilement discernables, un minimum de personnalité, des scènes montrant bien la menace qu'ils représentent et un temps à l'écran correct. S'ils ont réussi à faire cela avec des personnages sans background dans l'histoire de la franchise, ils peuvent faire encore mieux avec des Decepticons plus célèbres. Les scènes sur Cybertron nous ont donné un petit avant-goût de Soundwave par exemple. Ces deux personnages ne resteront sans doute pas dans les mémoires, mais ils auront au moins eu le mérite d'être deux antagonistes réussis dans le film qui aura sans doute sauvé Transformers au cinéma, et rien que pour ça, eh bien ils méritaient bien leur propre focus.